Bonjour, aujourd'hui j'ai reçu la docteure Marie-Hélène Pénestri qui est professeure à McGill et qui fait beaucoup de recherches sur le sommeil. On sait quand on devient parent, le sommeil devient une priorité et un besoin de base qui est souvent difficile à combler. Alors aujourd'hui, Marie-Hélène nous a parlé du sommeil chez le nourrisson. On a mis vraiment là toutes les connaissances scientifiques sur la table. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble. Par Placote. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui touche tous les parents et tous les êtres humains. On va parler du sommeil, le fameux sommeil. Quand on devient parent, tout d'un coup, ça devient un bien quelque chose qu'on croyait acquis, qu'on croyait facile à avoir. Puis là, tout d'un coup, on devient parent. Et ça peut être plus difficile d'avoir notre nombre d'heures de sommeil. Ça peut être, puis on est un peu perdu dans tout ça. Aujourd'hui, on va parler du sommeil du nourrisson. Mais tout d'abord, je vais te laisser te présenter. Bonjour, bien, merci d'abord de cette belle invitation. Moi aussi, je suis bien contente d'être ici aujourd'hui. Donc, je m'appelle Marie-Hélène Pénestri, je suis professeure adjointe au département de psychologie du counseling de l'Université McGill. Oui. Et je suis aussi psychologue et chercheur à l'hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, où on a aussi une clinique de sommeil pour aider les parents. Oui, c'est ça. Oui, j'ai entendu l'hôpital Rivière-des-Prairies, entre autres, il y a la clinique Tourette qui est là à cet endroit-là que moi je connais. Alors, le sommeil des nourrissons. On entend beaucoup de choses à propos du sommeil des nourrissons. Le fameux, là, si je pouvais, dressage au sommeil qui arrive dans toutes les têtes des parents parce qu'à un moment donné, si on a un petit bébé qui ne dort pas beaucoup. Mais je pense que ce qui est important à la base de tout ça, c'est de comprendre ce qui se passe chez le bébé quand il arrive au monde. Puis c'est pas mal ça qu'aujourd'hui, ce dont on va discuter ensemble aujourd'hui, là. Tout à fait, mais je pense que c'est une bonne façon de l'aborder comme ça parce qu'en effet, c'est un choc. On a beau le savoir, on fait souvent des blagues, on en rit, mais même si on le sait, quand on le vit, effectivement, c'est vraiment une période de transition. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la transition à la parentalité. C'est un moment vraiment majeur dans une vie. Donc, bien sûr que c'est un beau moment, c'est excitant, c'est rempli de joie, mais en même temps, devenir parent, puis je dis devenir, mais ça peut être le premier, mais ça peut être aussi le deuxième, le troisième, absolument. Parce que c'est toujours une nouveauté, peu importe. Donc, la transition à la parentalité, c'est aussi un moment avec beaucoup de défis et de nouveautés. On doit s'habituer à plein de nouvelles choses. Notre routine est modifiée et là, en plus de ça, se rajoutent les défis liés au sommeil. Donc, c'est pas rien. C'est un gros moment. Oui, absolument. Puis pour personnellement avoir eu 4 enfants non dormeurs, c'est très, très demandant comme parent. Par contre, ce que je me suis rendu compte personnellement, c'est que quand on comprend, on accepte mieux ce moment-là. On vit moins de colère, on vit moins de frustration par rapport à ce manque de sommeil-là qui peut parfois devenir très intense. Mais je suis contente qu'on en parle d'emblée comme ça parce que mes travaux de recherche portent beaucoup sur ça. À quoi on s'attend quand on va devenir parent. Oui. Donc, on entend toutes sortes de choses. Donc, on peut y aller tranquillement. Oui, allons-y. Bien sûr que lorsque le nourrisson arrive dans notre maison au début, il n'y a pas du tout le même rythme de sommeil que nous, on a. Oui. Donc, c'est un sommeil qui va être fragmenté. Donc, plusieurs petites périodes de 2 ou 3 heures de sommeil continu entrecoupées par des éveils. Puis, il n'y a pas non plus encore la différenciation entre le jour et la nuit. Donc, ces périodes-là sont réparties là, sur 24 heures. Donc, c'est très différent là, de notre rythme à nous. Absolument. Un nouveau-né ne fera pas un 8 heures en ligne tout de suite comme ça. Tout à fait. Il y a une raison derrière ça. Bien, en fait, c'est que le rythme circadien, il n'est pas encore développé. Ça, c'est le rythme soleil, coucher du soleil, là, de nuit-jour. Tout à fait. Fait qu'on pourra en reparler. Il y a différents processus qui font qu'on s'endort puis qu'on reste endormi aussi pour une période consécutive. Mais donc, le nourrisson, c'est pas encore développé.
Mais j'ai attrapé tout à l'heure, dans notre introduction, cette idée de « Ah, mes bébés, à moi, ils dormaient pas bien. » Oui. Et donc, je suis contente qu'on en parle comme ça parce que je travaille beaucoup sur les attentes. Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de différences d'un nourrisson à l'autre. Oui. Puis il y a aussi beaucoup de différences chez le même nourrisson d'une nuit à l'autre. Absolument. Et donc, bien sûr que comme parents, ça nous met dans une situation où, selon ce qu'on regarde, selon ce qu'on entend, bien là, il peut y avoir un gros fossé entre ce qu'on voudrait ou ce qu'on pense qui est normal et finalement ce qui arrive. Et effectivement, comme on le disait, quand on s'inquiète, bien là, c'est comme si on rajoute une couche supplémentaire à une situation qui est déjà pas facile. Oui, qui est déjà difficile et désagréable aussi, qui peut amener des conflits dans le couple, qui peut amener de la fatigue dans le jour, un manque de concentration, plusieurs choses. Le manque de sommeil peut amener plusieurs effets. Donc, le sommeil du nourrisson. Pourquoi est-ce si différent? Pourquoi le petit bébé qui vient au monde, là, est-ce que c'est un apprentissage qu'on fait? Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire avec le temps? Comment ça se passe, tout ça? Donc, effectivement, il n'est pas capable quand il vient de naître, hein, le bébé. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que ça soit consolidé. OK, c'est pas quelque chose qui est en mesure de faire. Tout à fait. Okay. Fait qu'il ne faut pas avoir cette attente-là. Ça serait irréaliste. Donc, tranquillement, avec le temps, effectivement, on entend l'expression « apprendre à faire ses nuits ». Faire ses nuits, concept dont on pourra reparler. Absolument. Et donc, c'est dépendant de facteurs à l'intérieur du bébé. Hein, donc, par exemple, sa propre maturation cérébrale au niveau vraiment biologique, son tempérament. Il y a des différences entre les différents bébés, la génétique. Puis, il y a aussi les facteurs extérieurs, donc les pratiques, comment c'est autour du bébé. Hein? Même nous, comme adultes, s'il y a plein de musique, s'il y a plein de lumière, on ne va pas dormir aussi bien. Donc, c'est vraiment un chevauchement entre des facteurs à l'intérieur du bébé, puis aussi dans son environnement. Puis donc, graduellement, il y a cet apprentissage-là. Et peut-être que là, la prochaine question, ce sera « Mais quand donc? » Bien, oui, mais avant, je trouve intéressant que tu nommes, il y a les facteurs internes au bébé. Donc, ces facteurs-là, j'imagine que comme parents, on n'a pas le contrôle sur ces facteurs-là. Non. C'est ça. Alors que tout ce qui est externe, puis ça, je le sais pour l'avoir vécu personnellement, quand notre bébé ne dort pas beaucoup, on essaie de tamiser les lumières, on essaie de ne pas faire de bruit, qu'aussitôt qu'il dort, OK, on ne claque pas les portes, on ne part même pas la laveuse sécheuse, tu sais. Mais les facteurs internes, on n'a pas le contrôle. Tout à fait. Puis, si on regarde ce qui se passe chez notre voisine ou même si on regarde ce qui s'est passé avec notre bébé qui est notre enfant plus âgé, ça ne sera peut-être pas le même scénario. Et là, souvent, c'est là qu'on est déçu, voire déprimé, voire fâché, puis on se dit, mais voyons, qu'est-ce que je fais de pas correct? Donc, absolument. Oui, il y a une part, tu sais, il y a une partie sur laquelle on peut essayer de travailler si on le souhaite, puis il y a différentes façons. Mais il y a aussi effectivement une part qui appartient à notre bébé, puis on parle du sommeil, mais on le voit bien, il y a des choses qu'on essaie d'enseigner à nos enfants, puis d'un enfant à l'autre, ça diffère. Ça diffère. Il y a des enfants qui nous écoutent toujours du premier coup. Il y a des enfants chez qui ça ne fonctionne pas. Donc, si moi, je suis la mère d'un enfant qui m'écoute tout le temps et je regarde une autre mère qui, beau donner des consignes, son enfant ne l'écoute pas, ça pourrait être facile de dire « Ah, bien, ma façon de fonctionner est meilleure », mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a des différences à plein de niveaux entre les enfants. Oui, ça, c'est important de le nommer, je pense, pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Puis, une autre des problématiques, tu sais, ça m'a fait penser, si on regarde notre voisin, on se compare beaucoup entre parents. Puis, ce qui est difficile aussi, je trouve, c'est les médias sociaux. On a de l'information qui provient de partout. Puis, des fois, il y a des pseudo-professionnels du sommeil qui apparaissent avec des conseils qu'on se dit, mon Dieu, mais ça doit être magique. Puis là, les gens embarquent. Puis là, on se sent presque mal de remettre ça en question parce qu'on se dit,
Oui, est-ce que c'est la bonne technique? Selon mes valeurs, je trouve que c'est moyen, mais j'ai le goût de l'essayer parce que moi aussi, je suis fatiguée. Puis, fait que c'est tout ça là, qui est difficile aussi à gérer par rapport à ce sujet-là du sommeil du bébé. Tout à fait. Puis là, je vois comme plusieurs pistes là, dans cette question-là. On pourra les décomposer. Mais si on regarde un petit peu l'idée des valeurs, moi, je trouve que c'est important parce qu'on en parle peu. Puis le sommeil, bien sûr, là, on a dit il y a une portion physiologique, biologique, mais il y a aussi une portion sociale qui est vraiment très, très importante et dont on parle peu. Quand on pense au sommeil, on a notre vision très nord-américaine du bébé qu'on veut pousser à devenir autonome. Qui dort dans sa chambre. Oui, dans sa chambre. Bon, là, tout ce qui est très au cododo dont on pourra parler aussi, mais ça, c'est très nord-américain. C'est vraiment dans notre culture. Si on regarde dans d'autres endroits dans le monde, ils trouveraient ça très étrange, cette idée du bébé dans une autre chambre. Hein? Il y a comme cette impression même que c'est curieux ou qu'on est trop loin de l'enfant. Et donc, je suis définitivement pas en train de dire il y a une façon qui est meilleure que l'autre. Mais je pense que c'est important de garder en tête que ce sont des modèles qui sont aussi très, très associés à la culture. Et donc, culture et aussi valeur. Donc, comme parents, tu sais, bien sûr qu'il y a des experts. On peut dire que quelque chose est dangereux. On peut dire que quelque chose est pas souhaitable. Mais ensuite, tu sais, une fois qu'on a éliminé ces situations extrêmes-là, bien, il existe quand même différents scénarios possibles avec lesquels je peux ou je ne peux ne pas être à l'aise. Et je pense qu'il faut qu'on en parle un petit peu plus de ça, de laisser quand même certaines décisions aux parents. Hein? Vous parliez des réseaux sociaux. On a beaucoup le réflexe aujourd'hui. Je vais aller voir sur Internet qu'est-ce qu'elle devrait manger, comment je devrais l'habiller. Est-ce qu'à cet âge-là, elle peut faire telle activité? On a aussi, comme parents, des fois le droit de décider, bien, ça, je suis à l'aise, ça, je suis pas à l'aise. Oui. C'est important aussi, ce point-là. Tout à fait. Puis on en parle très, très peu par rapport au sommeil, comme s'il y avait une bonne façon de faire. Oui, comme si on réussissait quand notre bébé dort finalement une nuit complète d'adulte. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Combien de publications on voit sur les médias sociaux? Mon bébé a fait une nuit complète, puis là, c'est comme la fête, puis tout ça. Alors qu'on sait très bien, quand on est parent, que profite-en, mon ami, parce que ça se peut que ça ne se reproduise pas avant plusieurs nuits. Tout à fait. Ces commentaires-là me font penser à deux choses. Premièrement, quand on dit faire ses nuits. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la question de base. Puis c'est curieux parce que moi, je travaille sur le sommeil depuis longtemps. Mais avant d'avoir des enfants, je travaillais sur les troubles de sommeil chez l'adulte. Et j'ai vraiment bifurqué quand je suis devenue maman. Et tout ça commençait un matin à la garderie où une maman m'a dit, mais écoute, tu sais, il me semble que tu es chercheur en sommeil. Toi, à quel âge, tu sais, mon bébé devrait faire ses nuits? Puis bon, je devais faire tout autre chose cette journée-là. Mais je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ça va pas être trop difficile. Tu sais, je vais fouiller un peu. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup plus complexe que ça avait l'air. Parce que juste la définition de faire ses nuits, c'est pas très clair dans la littérature. Donc, tu sais, il y a certains auteurs qui vont parler de 6 heures consécutives sans se réveiller. On a souvent ça dans la culture 6 heures, me semble que c'est ce que j'ai en tête. Là, Mais il y a des auteurs qui vont parler de 8 heures consécutives. Il y a d'autres auteurs qui vont se référer à une période précise. Donc, c'est par exemple entre minuit et 6 heures du matin. Donc, tu sais, il y a différents critères. Donc, pour moi, ça, c'est point 1. Si je suis une maman qui disait à une autre maman, est-ce que ton bébé fait ses nuits? Peut-être que même à la base, on n'est même pas en train de parler de la même chose. Je comprends. Oui. Donc, point numéro 1, de quoi on parle. Ensuite, point numéro 2, il y a beaucoup de différences entre les bébés. OK. On a souvent en tête, là, disons qu'on réussit à s'entendre sur notre définition. Oui, par exemple, si on dit c'est 6 heures, on fait nos nuits quand ça fait 6 heures que le bébé dort en ligne. Il peut le faire pendant le jour, là, mais c'est peut-être pas juste la nuit, mais en tout cas, 6 heures. Disons qu'on réussit notre première étape, on s'entend sur notre 6 heures.
On a aussi dans la culture populaire, je pense, cette idée du 6 mois. Autour de 6 mois, on l'entend souvent. Je pense même que dans le mieux vivre, là, il me semble que c'est... ça fait longtemps que j'ai pas vu le mieux vivre. Il me semble de mémoire là, qu'on relit ça. Mais avec mes étudiants, dans le fond, récemment, on a regardé dans une cohorte là, d'enfants, presque 400 enfants au développement normal. Donc, on demandait aux mamans là, combien d'heures de suite dort votre bébé, puis on a utilisé justement notre 6 heures. Puis donc, à 6 mois, la majorité des enfants faisaient leur nuit avec notre critère de 6 heures, mais il y avait quand même un tiers des mamans qui rapportaient que non. Et même quand on regardait à 12 mois, on avait quand même encore un quart. Wow! Puis donc, ça dépend toujours en recherche comment on le regarde. On pourrait conclure la majorité des bébés faisaient leur nuit. Bien sûr, c'est vrai. Mais on pourrait aussi dire, oups, il restait un tiers des bébés qui le faisaient pas. Ce qui est quand même un gros pourcentage. C'est quand même un gros pourcentage. Moi, avant d'aller dire à un tiers des mamans qu'il se passe quelque chose de pas normal avec leur bébé, j'ai une petite réserve. Absolument. Parce que c'est beaucoup. Oui. Et on a regardé dans cette étude-là aussi, parce qu'on sait que le sommeil, c'est important pour plein de choses. Parfois, les parents s'inquiètent parce que ça va avoir un impact. Et donc, on n'a pas réussi. On a regardé vraiment beaucoup de mesures au niveau du développement moteur, cognitif. Il n'y avait pas d'association entre faire ses nuits à 6 mois et le développement. Puis même, on a regardé plus tard, quelques années après, il n'y avait toujours pas d'écart, rien. Wow! Donc, ça, je trouvais que c'était important. Absolument. Donc, d'abord, de dire que c'est pas tous les bébés, même les bébés en santé, développement là, normal, là, entre guillemets, et qu'il n'y avait pas non plus de conséquences négatives. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de travail pour aller voir les intervenants, les parents, pour leur dire, mais regardez, là, on n'est peut-être pas dans la situation optimale qu'on souhaiterait. Pour le parent. Pour le parent, mais on n'a pas à s'inquiéter. Parce que si, en plus, on se met à s'inquiéter, bien là, ça commence à être beaucoup. Parce que souvent, on se dit, il faut qu'il dorme, là. Il faut qu'il dorme. Il a dormi juste 2 heures. Il faut qu'il dorme. On essaie de rendormir bébé. Puis là, bébé, il est là, il nous fait des sourires. Puis il n'a pas le goût de se rendormir. Ça devient culpabilisant parce qu'il faut qu'il dorme. Tout à fait. Mais là, avec des données comme ça, on se dit, OK, peut-être pas tant que ça, finalement. C'est peut-être correct. Puis l'autre chose qu'on a regardé, puis on le mentionnait tout à l'heure aussi, dans une autre étude là, plus récente, donc avec un plus petit nombre de participants, mais on a regardé le sommeil pendant 14 jours. Donc pendant 2 semaines, on demandait encore une fois aux mamans de dire combien de temps à chaque nuit le bébé de 6 mois avait dormi. Et ce qu'on a vu, c'est que, bon, il y avait vraiment quelques nourrissons qui ont dormi 6 heures de suite pendant les 2 semaines, à chaque nuit. Il y en avait quand même plusieurs qui l'ont jamais dormi, mais pour la plupart, ça variait beaucoup. Donc, certaines nuits, oui, et d'autres nuits, non. Moi, je me demande, ces mamans-là, quand on leur demande « Est-ce que ton bébé fait ses nuits? » Qu'est-ce qu'ils répondent? Ben oui, parce que c'est 1 fois sur 2, 1 fois sur 3. Donc, il en a fait 1. C'est ça. Fait que la moyenne, c'est à peu près 2 ou 3 nuits sur une semaine. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que quand on parle des attentes, des déceptions, c'est pas parce que ça arrive une nuit que c'est atteint qu'on peut faire cocher notre étape puis elle est atteinte. Ça fonctionne pas comme ça. Non, puis même, on va en parler dans un prochain épisode, mais même chez les plus vieux, on le voit encore qu'il y a des fluctuations au niveau du sommeil. Là. Il y a des périodes plus difficiles, il y a des périodes où tout va bien. Ça dépend vraiment aussi, même rendu plus vieux. Donc, maintenant qu'on le dit, dans ma tête, c'est logique que ça arrive pour les tout petits aussi, là. C'est vraiment... mais c'est ça. Fait que là, on comprend ça. Mais c'est vrai que les parents sont souvent désemparés face à ça. Tout à fait. Puis, tu sais, de savoir qu'il y a des études qui démontrent qu'il n'y a pas d'impact, c'est rassurant. Oui. C'est rassurant. Puis, je voudrais peut-être clarifier, tu sais, là, on parle de faire ses nuits. Fait que je suis définitivement pas en train de dire que c'est pas important de dormir. Oui, non, il faut absolument. dormir assez, puis il faut donner sur le 24 heures, justement, assez d'opportunités pour dormir. Fait que l'idée de faire ses nuits, on est vraiment dans le sommeil consécutif, sans interruption. Fait que
s'il y a une interruption, mais que le bébé se rendort, dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'au final, il ne semble pas y avoir d'impact. Mais bien sûr qu'il faut donner assez d'opportunités sur notre fenêtre de 24 heures pour qu'il y ait suffisamment de sommeil. Puis là, par opportunité, on parle de ce qu'on est capable de faire à l'externe, nous, pour aider bébé à aller au sommeil. Donc, les lumières tamisées, pas trop de bruit, tout ça, un moment calme, finalement, là, avec le bébé. Puis, qu'en est-il de l'accompagnement de notre bébé? Parce que là, il y a plusieurs façons de penser, plusieurs façons de voir les choses. Il y en a qui disent, mets-le dans son lit, puis laisse-le s'endormir. Il y en a qui disent, moi, je berce, j'aime ça, puis mon bébé s'endort sur moi. Ouais, mais tu vas le gâter, il apprendra jamais à dormir seul. Puis le cododo aussi, tantôt, tu l'as abordé vite fait, mais j'aimerais ça qu'on y revienne aussi. Qu'en est-il de ça, la proximité avec bébé? Ou le fait que bébé s'endorme seul, là, qu'en est-il de tout ça? Bien, on l'a un peu ouvert tout à l'heure quand on a parlé de culture de valeur. Je suis toujours très prudente à me positionner en tant qu'experte sur ce qui est correct ou pas correct. Hein? Bien sûr qu'on veut, je vais faire une petite parenthèse sur le cododo juste parce que c'est important. Bien sûr qu'il y a un aspect de sécurité. Absolument. Hein? Le cododo, c'est un aspect compliqué parce que, bien sûr que dans des mauvaises conditions, il y a un risque réel là, pour la santé et la sécurité du nourrisson. Malheureusement, puisqu'il y a ce risque-là, je pense qu'on fait peu d'éducation, puis l'approche qui est utilisée, c'est beaucoup de dire interdiction pour limiter. Et c'est pas de la mauvaise volonté. Je pense que c'est vraiment dans le but de sauver des bébés, ce qui est, je veux dire, on peut pas être... on peut pas être contre ça, là. Par contre, ça amène un problème où si je suis une maman et je suis épuisée, mais j'ai lu que c'était dangereux le cododo, mais là, on est rendu 2 heures du matin, j'en peux plus. Puis là, je vais peut-être m'endormir en allaitant sur le divan. Et là, c'est pas le cododo en soi qui est dangereux, c'est la façon dont on le fait, notamment sur un divan ou sur un matelas qui est mou, les oreillers. Donc, au final, on se retrouve dans une situation encore plus dangereuse. Je préfère beaucoup une maman qui va installer son cododo alors qu'elle est alerte le soir. Elle a bien lu les consignes de sécurité. Elle va sécuriser la chambre. Donc, que le partenaire est au courant. Tout le monde est au courant. Il n'y a pas de rayon. Il faut enlever quand même, on dit un peu au revoir à certains conforts. Là, on enlève les oreillers, on enlève les grosses couvertures. Donc, ça s'installe un cododo. Et donc là, il va peut-être être fait en sécurité. Donc, bien sûr, l'alcool, les médicaments, la cigarette. Donc, ce sont tous des facteurs qui sont associés au danger, beaucoup plus que le cododo en soi. Donc, je préfère de loin une famille qui va installer ça de façon sécuritaire que les parents qui, épuisés en plein milieu de la nuit, vont s'endormir d'une façon vraiment peu sécuritaire. Oui, parce que, corrige-moi si je me trompe, mais les décès qui sont associés au cododo, il y a toujours une explication que le cododo n'était pas respecté de façon sécuritaire. Souvent, en tout cas. C'est un domaine complexe qui mérite plus d'études, mais je pense qu'on aurait intérêt à peut-être modifier un petit peu nos consignes et de mieux fouiller. Il y a quand même mieux informer les parents. Tout à fait. Il y a quand même plusieurs sites Internet qui le décrivent. Donc, tu sais, j'encouragerais les parents qui ont envie de faire un cododo sécuritaire à vraiment bien se renseigner là, sur des ressources fiables. Il y a Naître et Grandir, notamment, là, qui a des fiches qui sont bien faites et d'autres sites également, mais il ne faut pas le faire à peu près. Il faut vraiment bien se renseigner parce que c'est sûr que la sécurité, c'est le point numéro 1. Là. Exact. Puis on aime mieux être en sécurité que de s'endormir justement sur un divan ou pas bien puis que finalement, il arrive un accident. Là. Tout à fait. Absolument. Mais en soi, le cododo, c'est sûr que dans plein d'autres cultures, c'est quelque chose qui est beaucoup plus valorisé là, que dans nos familles ici. Puis je vous dirais que ce que je remarque comme clinicienne, comme chercheur, c'est que ce que je vois en statistiques, ce qui est rapporté et ce que j'entends autour de moi, il y a quelque chose qui ne se peut pas en quelque part. Je pense que les gens sont gênés
de le rapporter. Qui en font. Oui, tout à fait. Et donc là, on est dans un cercle vicieux où Oui. on n'en parle pas, on n'explique pas comment le faire sécuritairement. Puis les gens ont une certaine honte parfois à le rapporter. Oui, bien moi, je peux dire que je l'ai fait pour 3 enfants sur 4 de façon sécuritaire. Là, j'avais lu les fiches. Je pense que c'est l'UNICEF. C'est UNICEF qui en avait fait une. Là. En tout cas, j'étais là. Il faut aller voir. Et bien sûr que un accident peut toujours arriver pour le sommeil, pour plein de choses. Oui. Donc, il faut s'assurer de faire les choses correctement. Puis, il y a plein de modèles aussi. Il y a des parents qui vont décider, OK, le soir, je le couche dans son propre lit, mais après un éveil, tout est organisé et je suis prêt à l'accueillir. Donc, peut-être ce parent-là ne va pas rapporter qu'il fait du cododo, mais en fait, il en fait. Absolument, absolument. Puis c'est peut-être une façon aussi de, justement, avoir ce petit moment-là dans notre lit seul aussi, parce que dormir avec un bébé, des fois, c'est du sport, là. Donc, ça fait une belle transition aussi. Ouais. Puis là, ben, si on parle d'endormir bébé, laisser bébé s'endormir, comment ça fonctionne, tout ça? Fait que dans le fond, que ce soit pour le cododo, donc je ne suis pas en train de dire à tout le monde, vous devez faire du cododo non mais c'est une option qui peut être sécuritaire. Oui. Et d'autres parents vont faire de l'accompagnement. Vous avez sûrement entendu parler du fameux 5-10-15. Là, donc, on va laisser l'enfant de façon autonome dans son lit pendant 5 minutes. Et même s'il pleure, on va attendre 5 minutes. Oui. Et là, la fois d'après, 10 minutes, on dit 5-10-15. Ça pourrait être 5-7-9 aussi. Oui, là, c'est ça, c'est des suggestions. Donc, ça aussi, c'est un choix personnel. Ça existe. Puis, chez certains enfants, la plupart des enfants, en fait, ça fonctionne assez bien. Il y a des parents qui sont à l'aise, puis il y a des parents qui ne sont pas à l'aise. Oui. Moi, je me dis, si vous êtes à l'aise, vous avez envie d'accompagner de cette façon-là, ou il y en a d'autres également, ben vous pouvez l'essayer. Ce que je trouve très triste, c'est des parents qui se sentent obligés de l'essayer. Ou qui sont tellement fatigués qu'ils utilisent cette méthode-là par un peu dernier recours. Là. Mais il n'y a pas d'obligation. Donc, moi, un parent qui vient me voir et qui me dit, ben c'est mon médecin ou ma soeur ou ma voisine m'a dit qu'il fallait que je fasse le 5-10-15. Le parent qui n'a pas envie de le faire, premièrement, ça risque de ne pas fonctionner. Ah, puis c'est terrible d'entendre le bébé pleurer quand c'est pas sur notre choix. Tout à fait. Mais si on décide et on le fait, puis on l'assume, ça va bien se passer. Mais si on le fait et qu'on ne se sent pas bien avec ce choix-là, on n'aide pas personne, on risque de ne pas être très constant dans notre approche. Ça risque de pas fonctionner et de faire un cercle vicieux. Donc, que ce soit le 5-10-15, le cododo aussi, d'une certaine façon, ça peut aider dans des périodes où on trouve ça plus difficile, sont tous des possibilités pour lesquelles, encore une fois, je vais le répéter, on doit s'assurer de le faire en sécurité. Oui. Mais après ça, il y a certains choix qui nous appartiennent comme parents. Puis j'ai une question à propos du 5-10-15. On entend parfois que ça peut créer des problèmes chez le bébé qui va pleurer seul dans son lit. Un bébé qui est un peu, parce que le pleur chez le bébé, c'est un peu, quand il est rendu à pleurer, c'est un peu de la détresse. C'est un peu nous dire, « Oh, je suis là, aide-moi. » Donc, qu'est-ce que ça a comme impact si jamais, là, pour faire un choix éclairé finalement, là, si c'est notre décision, on veut aller vers ça, est-ce que ça a des impacts? Il n'y a quand même pas vraiment d'études qui ont réussi à montrer un impact négatif là, de cette détresse-là. Puis, à l'inverse, il y a des études qui ont voulu montrer peut-être que le cododo, ça faisait des enfants qui avaient de la difficulté à être autonomes. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas vraiment d'études qui ont pu montrer un effet très négatif. Je vous dirais, je pense que c'est très difficile d'imaginer une étude qui pourrait mesurer spécifiquement les pleurs au coucher ou spécifiquement être dans un mode de vie où on est plus proximal, parce que généralement, puis bien sûr que dans les études, il y a des façons statistiques là, de contrôler pour d'autres facteurs. Il y a des études qui sont bien faites, mais je vous dirais que ça parle probablement aussi d'une façon générale, tu sais, avec laquelle on interagit avec notre enfant. Et je pense que ça serait difficile d'imaginer un devis là, où spécifiquement on pourrait isoler ce comportement-là. Bien sûr qu'on ne suggérerait à aucun parent de laisser son enfant en détresse 24 heures sur 24. Là. Je pense pas qu'il y a personne... J'ai déjà entendu « Ne change pas la couche, bébé pleure ».
bon, c'est discutable parce que bébé, là, il y a vraiment un besoin physique là, à ce moment-là. Et dans tous les cas, je pense que je me méfierais d'une approche qui est vraiment, dans laquelle il n'y a plus de réflexion possible. Je pense qu'il faut garder notre capacité à réfléchir puis à se demander est-ce que je suis à l'aise, pas à l'aise. OK, parfait. Je ne sais pas si je réponds oui, parfaitement. absolument. En fait, je suis une personne très nuancée, puis je pense que c'est un domaine où c'est important de demeurer nuancée. Oui, puis je trouve intéressant aussi que tu le mentionnes vraiment. Il n'y a pas d'études qui le démontrent, parce que ça serait vraiment difficile. En effet, je vois mal comment les chercheurs peuvent aller dans les maisons. Puis, mais ça se fait. Il y en a eu des études où il y a eu un groupe contrôle ou un groupe où ils ont fait des interventions, puis on n'a pas pu trouver d'effets négatifs, par exemple, sur l'attachement. Même chose là, pour le cododo. Donc, je pense qu'il faut les reprendre pour ce que c'est, en fait, des méthodes parentales différentes. C'est ça. On s'en allait à la même place. Parfait. Puis j'imagine que c'est la même chose pour un bébé qu'on berce toujours vers le sommeil. Il ne sera pas plus gâté après. Il ne sera pas plus dépendant. Bien, ma façon de le présenter, encore une fois, je vais vous dire, là, vous commencez à me connaître. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par contre, bien sûr que si je berce mon bébé pour s'endormir, je suis en train de lui apprendre que c'est comme ça qu'on s'endort. Donc, je ne peux pas m'attendre à ce que la nuit, quand il se réveille, il se rendorme de lui-même parce qu'il va être habitué comme ça. La question que je dois me poser, c'est est-ce que là, ça commence à me coûter trop cher la nuit? Je suis plus capable. Donc là, peut-être que je vais avoir avantage à modifier ma façon de faire. Même chose, je fais du cododo depuis 2 ans. Ah là, je commence à être tannée, je veux plus d'intimité, je suis tannée. Bien, je ne peux pas m'attendre à ce qu'en 2 jours, mon enfant apprenne que là, il dorme dans son lit. Donc, je comprends. Il faut être conséquent avec soi-même. Puis quand on veut modifier un comportement qui s'est installé, qui n'est pas nécessairement négatif, mais pas nécessairement mauvais, le modifier, ben, il faut s'attendre à ce que ça prenne un petit peu de temps, que ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Je comprends. Fait que dans le fond, ben, c'est un peu comme quand on parle d'allaitement, là, on dit aux mamans, écoutez-vous aussi, c'est une relation à 2, donc quand maman est plus à l'aise, ben, c'est correct aussi d'arrêter. Tout à fait. Fait que c'est un peu la même chose. Exactement. Maman ou papa ou les conjointes s'écoutent là-dedans. Tout à fait. Il faut en discuter. Il faut essayer d'être le plus possible au même endroit ensemble et essayer de pas en discuter à 2 heures du matin. Là, Ça, c'est un autre défi, parce qu'on s'obstine pour savoir qui est le plus fatigué, qui va se lever parce que qui est le plus fatigué quand on est supposé dormir. C'est pas une bonne idée. Tout à fait. C'est pas une bonne idée. Bien, je pense que, tout ça vient... Finalement, on pourrait résumer ça à, premièrement, s'écouter comme parents, puis faire ce qui, pour nous, représente la bonne méthode. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Bien sûr que s'il y a un problème de santé physique, santé mentale chez l'enfant, chez le parent, peut-être que ça va guider nos interventions différemment. Mais moi, quand j'ai un parent qui vient me voir, je demande toujours, OK, vous voulez faire ça, pourquoi? Non, je vais essayer de comprendre. Est-ce que c'est maman et papa qui ne s'entendent pas? Si c'est le cas, je pense que ça serait une erreur comme clinicienne de donner raison à un ou à l'autre. Je ne suis pas du tout en train d'aider. Ben, je vais exposer les 2 façons de faire. Puis je dis, on a une discussion à avoir ici pour essayer de comprendre. Si c'est une pression qui vient de l'extérieur, on va le nommer ensemble. Mais si j'ai une maman qui est déprimée, fatiguée, elle me dit là, j'ai vraiment besoin de faire une méthode. Est-ce que vous voulez m'accompagner dans ça? Bien, avec plaisir. Donc. Oui, je comprends. Puis, tantôt, tu as abordé rapidement, mais le sommeil du bébé, ses cycles de sommeil sont différents. En quoi ça, c'est différent de nous adultes? Parce que clairement, il y a un clash, je vais le dire comme ça, là, entre notre sommeil d'adulte et le sommeil de l'enfant. On voit souvent l'image du train. Là, l'enfant doit reprendre le train. C'est quoi, là, si on met sur la table? Ce train-là, on l'a tous. Okay. En fait, c'est vraiment l'idée des cycles de sommeil qui vont alterner. La différence, c'est que chez le nourrisson, il n'y a pas cette consolidation-là. Donc, c'est vraiment l'idée d'apprendre à faire ses nuits.
Puis comme on le disait tout à l'heure, bien, ça va arriver à un moment différent d'un enfant à l'autre. Puis c'est pas... Il faut vraiment le voir comme un processus dynamique. C'est pas quelque chose qu'on peut cocher sur notre liste qui, du jour au lendemain, OK, là, c'est atteint. Je compare souvent ça à... Tu sais, on panique pas quand notre enfant commence à marcher puis qu'il tombe de temps en temps. J'ai jamais vu un parent dire « Oh, il est tombé, il sera plus jamais capable de marcher. » Donc, le sommeil, c'est un peu la même chose, mais pour différentes raisons, je pense qu'on panique plus. Il fait plus ses nuits, il ne sera plus jamais capable. Mais ça, je pense que c'est une pression de la société aussi d'avoir un bébé qui dort. Tout à fait. Oui. Donc, je pense qu'il y a plusieurs couches. Donc, oui, il y a la pression autour. Puis d'ailleurs, c'est quoi la première question qu'on pose à des nouveaux parents? Est-ce qu'il dort bien? Tout à fait. On dit, il est cute. Puis souvent, la deuxième question, c'est, est-ce qu'il fait ses nuits? Donc, il y a comme quelque chose. Puis on le fait spontanément. Je vous invite tous à vous regarder. Là, on le fait spontanément, sans faire exprès. Donc, moi, j'ai souvent cette image-là de, tu sais, si je me réveille, il est 2 heures du matin, mon bébé se réveille, ça me réveille, je suis fatiguée, c'est comme ça toutes les nuits. Puis, en plus, je viens d'aller chez le médecin, puis on m'a dit, mais c'est pas normal, madame. Donc là, non seulement je me réveille, je suis fatiguée, mais là, en plus, je suis stressée. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Je suis fâchée contre moi. Je peux être fâchée contre mon bébé, il est pas comme les autres, ça fonctionne pas. Si, à l'inverse, je suis la même maman à 2 heures du matin, je me réveille, je suis fatiguée. Mais aujourd'hui, je viens, par exemple, d'écouter une entrevue. Oui. Puis on m'a dit, je suis pas toute seule. Oui. Tu sais, c'est normal. Bien, je suis fatiguée quand même. Oui, c'est légitime. Épuisée, mais j'ai pas cette couche d'inquiétude ou de colère ou de culpabilité qui vient se rajouter à ce que je suis en train de vivre. Et je pense que c'est une nuance importante quand même. Oui, absolument. Puis tantôt, je disais le revers des réseaux sociaux, là, de voir justement la première nuit de mon bébé, puis plein de trucs, là, de plein de monde qui n'ont peut-être pas de formation, qui n'ont peut-être pas... ça a aussi l'avantage que des fois, moi, je l'ai vécu à ma dernière, parce qu'avant ça, les réseaux sociaux, bon, il y en avait moins. Mais à ma dernière, des fois, dans le milieu de la nuit, j'avais un bébé bien réveillé, de bonne humeur, puis je prenais mon téléphone pendant que j'essayais qu'elle dorme, là, tu sais, puis ça marchait clairement pas. Mais il y avait d'autres mamans réveillées en même temps. Puis ça, de voir justement, comme tu le nommes là, je ne suis pas toute seule. Et bien, tu sais quoi? Peut-être que c'est normal, finalement. Tout à fait. Donc, il faut garder en tête que oui, le sommeil, c'est important, mais que oui, aussi, il va y avoir des différences, puis que c'est pas un processus magique et en ligne droite, là, une belle courbe qui monte et qui s'améliore tout le temps. C'est rarement comme ça, le développement de façon générale. Oui. Puis là, j'ai une autre question. Je m'en vais dans un autre sujet par rapport au sommeil du bébé. Est-ce que les bébés rêvent? Parce que des fois, là, tu sais, on voit notre bébé, puis il sourit aux anges, qu'on appelle, hein? Il fait des sourires, mange sa main, se met à téter dans son sommeil. Ça, j'imagine que c'est la phase du sommeil paradoxal pour le bébé. Chez le bébé, c'est ça. J'avoue que je suis pas une spécialiste de ce domaine-là. Je sais pas ce qui a été fait, mais c'est très intéressant comme question. C'est sûr que les cycles de sommeil chez le nourrisson sont pas exactement les mêmes pareils, que nous. On peut même les déceler, en fait, pendant la grossesse. Là. Il y a certaines études qui sont allées voir des états. On parle plus d'états, d'un sommeil calme, un sommeil agité. Mais bien sûr qu'il y a des états qui ressemblent là, à notre sommeil paradoxal. Il faudrait réfléchir à la façon, dans le fond, d'aller mesurer le corrélat, parce qu'on peut mesurer les ondes. Mais le rêve en soi, il ne se mesure pas. On peut savoir que même chez l'adulte, c'est ça, on sait que l'individu est en sommeil paradoxal, mais on n'est pas encore rendu à savoir à quoi il rêve. On n'est pas là. Donc, ça serait d'imaginer, dans le fond, la façon là, d'aller faire la corrélation entre les stades puis ce qui se passe. Oui, parce que clairement, il y a quelque chose qui se passe, parce qu'on le voit là, quand il se fait son petit sourire, puis c'est tellement mignon au début. Puis quand on dit, là, il est sur le point de se réveiller, on voit clairement un bébé, par exemple, qui va se réveiller. Ça m'amène à une autre question, ça. Oui, c'est ça, j'y pensais. Ça m'amène à l'autre question, le besoin alimentaire du bébé, du nourrisson pendant la nuit.
est-ce que c'est un besoin réel? Est-ce qu'il a vraiment besoin de son lait la nuit? Bien, tout petit, oui, effectivement. Oui. Puis je vous dirais que de façon générale, le nourrisson va le demander quand il a besoin. Oui. Il faudrait aussi peut-être le vérifier avec le médecin, des nutritionnistes, mais il y a certains bébés qui se réveillent même pas assez pour moi. Souvent, ça va être associé avec des conditions de santé ou le poids. Donc, c'est sûr que si un professionnel de la santé vous a donné des instructions spécifiques à ce niveau-là, il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut vraiment l'écouter. Et bon, on le dit beaucoup depuis le début, tout ça, c'est développemental. Donc, c'est très différent à 6 semaines, à 6 mois, à 8 mois. Éventuellement, le nourrisson en a moins de besoin, effectivement, mais encore une fois, ça ne va pas être au même moment pour chaque enfant. Donc, être à l'écoute du bébé, puis si on a une inquiétude, bien, en parler avec notre médecin. C'est sûr que s'il y a une question de poids, surtout chez un nourrisson tout petit, là, quand il y a eu des difficultés à la naissance, c'est vraiment important souvent, c'est de réveiller. Oui, c'est ça, de suivre les indications. Il ne faut pas... faut pas aller sur les réseaux sociaux puis choisir une autre opinion plutôt que l'opinion médicale là, qui va vraiment prendre le dessus à ce moment-là. Je comprends parce que souvent, ce qu'on voit, c'est des bébés qui ne prennent pas assez de poids, donc ils ont besoin d'être plus souvent réveillés. C'est rare qu'on se fait dire essaie de toffer bébé, là, de ne pas le faire boire, d'étirer les boire la nuit surtout. Donc, on ne voudrait pas essayer de faire les nuits là, à un tout petit bébé qui a besoin de prendre du poids, effectivement. C'est ça. Donc, il faut arrêter d'essayer à ce moment-là. Bien, arrêter d'essayer. Ça, c'est mal formulé. Mais il ne faut pas se mettre en tête à ce moment-là de couper des boires la nuit quand le bébé est encore tout petit. Ce ne serait pas le moment approprié. Puis, je pense que même les études où on enseigne ces techniques-là, on s'entend là, qu'on ne va pas faire ça. Là, je suis un tout petit nourrisson. Je suis un tout petit nourrisson. Marie-Hélène, écoute, je pense qu'on a fait un beau portrait là, justement de ce qu'est le sommeil chez le nourrisson, surtout des impacts que ça a chez le parent. Puis moi, ce que je retiens vraiment, c'est chacun respecte ses propres valeurs. Il y a plusieurs façons de faire. Puis, on respecte le bébé aussi dans son rythme parce que chaque bébé est différent. Chaque bébé va développer ses mesures internes différemment, un rythme différent aussi. Juste avant qu'on se laisse, les facteurs externes dont on a parlé, on les a abordés vite. Puis, mais y a-t-il des choses qui sont vraiment là, tu sais, qu'on se dit, ça, si on fait ça, on met toutes les chances de notre côté pour favoriser tout ce qui est externe à mon bébé, là? Bien, c'est sûr que ce qu'on a dit, les méthodes parentales, les pratiques parentales, on observe le lien. Donc, comme on l'a dit, c'est sûr que si on habitue le bébé à s'endormir avec nous, il va rechercher ça. Oui. Donc, je pense que si on le fait, on peut choisir, mais on l'assume. Oui. Donc, c'est important de le savoir. J'ai juste un petit bémol sur ça, parce que souvent, dans les études, on va rapporter qu'allaitement, coup dodo, plus d'éveil. Probablement vrai, mais gardons aussi en tête que si je suis dans la même pièce, voire dans le même lit, je vais être plus à même de les rapporter, ces éveils-là. Hein? Parce qu'un éveil peut ne pas être très dérangeant, mais je vais l'observer. S'il est dans sa chambre, puis qu'il y a un petit éveil, je ne le verrai pas. Donc, je me garde toujours une petite réserve quand les études rapportent ça. Donc, probablement que le comportement en soi, mais aussi au niveau méthodologique, quand on n'est pas à côté, on le voit moins. Donc, à garder en tête, encore une fois, pour nuancer. Bien sûr que ça prend du calme pour dormir. On en reparlera chez l'enfant un peu plus âgé dans le prochain épisode. Puis, comme adulte aussi, on a tendance à l'oublier. On veut que le niveau sonore, le niveau de la lumière, c'est probablement l'indice extérieur le plus important au niveau du sommeil. Donc, on veut favoriser l'obscurité pendant la nuit et on veut surtout un contraste jour-nuit, tu sais, pour envoyer un message vraiment clair au cerveau. On est le jour, on est la nuit. On parlait des téléphones tout à l'heure. Oui. Il ne faudrait pas se culpabiliser parce qu'on fait ce qu'on peut la nuit quand on se réveille, mais la lumière bleue de notre téléphone. Donc, si j'allaite la nuit avec mon téléphone à côté du bébé,
là, on est en train d'envoyer un signal d'éveil au cerveau. Et même les paupières fermées, ce signal-là se rend quand même. Donc, c'est important à savoir. Et donc, nous aussi, dans notre chambre, là, si on se réveille puis on regarde, là, on est en train, là, puis on peut se dire, je baisse la luminosité, mais c'est une question de contraste. C'est le noir versus mon écran. Donc, la lumière, puis bien sûr, le côté aussi sonore, ça vaut la peine d'investir pour des bons rideaux là, qui vont vraiment couper la lumière. Puis, là, j'ai dit tantôt, dernière parenthèse, là, mais les siestes du bébé, là, ce qu'on comprend depuis tout à l'heure, c'est que petit, il n'y a pas de jour-nuit, donc ça se ressemble. Mais éventuellement, les siestes, certaines personnes disent on garde le rythme de vie familial, là, parce que c'est le jour, donc les rideaux sont ouverts, là. Puis là, on dit que pour favoriser le sommeil, on est mieux de tamiser. Bon, donc, qu'en est-il des siestes le jour? Il y a une question d'équilibre. Là. C'est sûr que le bébé va difficilement faire sa sieste en plein milieu d'une fête. Là. Donc, on peut t'amuser un peu, réduire, mais en même temps, c'est pas mauvais non plus que ça soit pas aussi noir que la nuit. Puis de toute façon, juste à cause de la lumière du jour, souvent, il va y avoir une différence. Donc, de garder quand même ce contraste-là jour-nuit en dosant. OK. Bien, Marie-Hélène, merci. Bien, ça fait plaisir. Puis, on se revoit pour un prochain épisode pour parler justement du sommeil de l'enfant, de l'adolescent. Si on veut en connaître plus sur sur tes recherches, tout ça, on va où? Bien, il y a un site là, sur l'Université McGill au département de psychologie du counseling. On peut aussi aller voir à l'hôpital Rivière-des-Prairies, l'hôpital du Sacré-Cœur. Et donc, on peut se renseigner à ce niveau-là. Puis, je m'adresse souvent aux médias. Donc, si vous utilisez mon nom dans un moteur de recherche, là, vous pourrez retrouver certaines des études et avec mes étudiants aussi parce que j'ai vraiment une équipe géniale qui travaille avec moi. Super. Bien, merci beaucoup. Merci.